Bonus. Trax. À l'heure où Warhammer 40 000 s'apprête à revenir sur la planète Armageddon dans le cadre de sa 11e édition, il était temps pour le Lane Rider de faire un petit point sur comment l'univers où il n'y a que la guerre évolue. Warhammer 40 000 est-il un simple contexte ? Une histoire qui s'étend bientôt sur 40 ans ? Un peu des deux à la fois ? Posons-nous les bonnes questions avant de rentrer dans cette nouvelle édition. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Lane Rider, Thibaut au micro. Aujourd'hui, je serai seul, je n'aurai pas mon acolyte Raph the Griffon, le Raph des Howling Griffins, et aux abonnés absents pour la simple et bonne raison qu'il était dans le Rhino de déménagement il y a encore quelques jours, donc du coup on le pardonne, mais je me disais d'ici à ce qu'on reprenne un peu les micros tous les deux, il était de bon ton peut-être de vous offrir un petit épisode qui m'a été inspiré écoutez, par les annonces récentes de la V11. Et on va pas parler de figues, et on va pas parler de jeux non plus pourtant, mais on va parler du lore tout simplement parce que, effectivement, on le sait désormais, on retourne sur Armageddon, en tout cas en tant que contexte pour le début de cette nouvelle édition, et il se trouve que justement cette édition pour l'instant elle me hype pas tant que ça. Alors il y a sans doute une forme de lassitude à l'égard de Warhammer 40 000 et de ces mécaniques qui maintenant sont bien arrêtées et qui vont de toute façon pas changer en V11, ça j'ai fait une croix dessus. Peut-être que simplement j'ai un peu trop joué à ce jeu-là, ou que les filles ne me parlent pas plus que ça pour le moment. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on n'a pas encore le reveal de toute la boîte, ça se trouve je changerai d'avis dans quelques jours ou quelques heures, mais tout ça pour vous dire que le contexte, l'histoire, le lore, le fluff lui aussi ne m'inspire pas tant. Revenir sur Armageddon, ok, j'aime les orques, j'aime l'histoire de cette planète Armageddon, mais je suis pas sûr que le fait d'y retourner une nouvelle fois m'intéresse plus que ça. Et c'est cette espèce de manque de hype global qui m'a inspiré l'épisode en me disant j'ai pas forcément envie de casser du sucre sur le dos de Games Workshop en parlant d'une édition qui de toute façon n'est pas encore sortie, mais j'avais peut-être envie de réfléchir à finalement cette logique de fluff qui avance ou qui n'avance pas, qui fait des allers-retours, peut-être qui stagne, qui peut-être tourneront aussi. Et bien c'est peut-être ça finalement qui crée aussi une forme de lassitude chez les joueurs et finit par les désintéresser de Warhammer 40 000 parfois. Alors maintenant on va pas parler du lore d'Armageddon lui-même, mais plutôt de comment on écrit le lore pour Warhammer 40 000 à travers les âges. On va surtout s'arrêter sur ce qu'on appelle le Warhammer 40 000 moderne, ou le Warhammer 40 000 actuel, donc celui qui date de la V8, c'est-à-dire à partir de 2017, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à aujourd'hui, en 2026, avec l'arrivée très prochaine de la V11. Donc je vais pas faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur Armageddon depuis le début de l'histoire de cette planète. D'ailleurs, il y a une excellente vidéo de Arbitor Ian sur le sujet, si vous comprenez l'anglais, qui vous expliquera tout ça bien mieux que moi, mais peut-être que ça pourrait être un sujet pour un futur épisode, pourquoi pas. J'imagine que Raph serait peut-être chaud de nous conter tout cela. Non, aujourd'hui, on va rester vraiment formel sur comment on construit le lore et comment il avance depuis ces dernières années. Avant ça, je dois quand même vous dire que la thèse principale derrière ce podcast, elle vient justement d'une vidéo du bon Arbitor Ian, qui, il y a quelques semaines de cela, a expliqué lui-même comment Warhammer 40 000 faisait avancer son lore selon lui. Et je vais reprendre une partie de ses arguments, mais je vais reprendre aussi une partie de sa problématique. En gros, lui, il expliquait, et je pense que je l'aurais utilisé, même si ça m'arrange bien de m'appuyer sur un autre, et par ailleurs, le youtubeur de lore que je trouve le plus intéressant de la sphère YouTube, mais j'avais envie de vous proposer du coup cette problématique comme suit, c'est-à-dire que le problème de Warhammer 40 000 en tant qu'univers, en tant que lore, c'est qu'il doit accommoder à la fois l'univers lui-même, tous ses détails, ses factions, ses sous-factions, ses personnages, ses technologies, sa magie, peu importe, mais également tout ce que nous allons donner à cet univers, notre propre contribution à Warhammer 40 000, c'est-à-dire nos armées, nos parties, nos collections. Alors,
Depuis ses débuts en 1987, globalement Warhammer 40 000 a à peu près la même approche, qui prend la forme des derniers jours du millénaire 41, et généralement on est dans ces fameuses dates, vous savez, qui se terminent par 999 M41. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent les dates dans Warhammer 40 000. En fait, je vais totalement vous l'expliquer, mais très rapidement, il s'agit simplement de découper les années en certaines fractions, et ensuite il découpe ça, et les 999, globalement, ça représente plus ou moins que vous arrivez sur la fin de l'année. Sortez bientôt les cotillons et les petits chapeaux, on arrive à la fin de l'année, et en l'occurrence pour Warhammer 40 000, la fin du millénaire, donc on passerait alors en M42. Et traditionnellement, dans toutes les éditions, peut-être jusqu'à l'édition 6-7, on était sur ce fameux M41, un peu avant, un peu après. Alors ça veut dire que ces fractions, effectivement, sont quand même très larges. Tout ça pour vous dire qu'on était dans une forme quelque part d'immobilisme. Alors je vais nuancer ce terme parce qu'il revient un peu à tire-larigot et je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'on était dans ce setting qui était balisé un peu comme ça. On est au 41e millénaire, parfois on est un peu au début, parfois on est au milieu, parfois on est à la toute fin, et c'est même pas parfois, c'est quand même la plupart du temps, on était, 2 minutes avant minuit, comme le disent nos amis britanniques anglo-saxons, et voilà, on était vraiment sur le point de voir la galaxie s'effondrer, l'Imperium en tout cas s'effondrer. Et ça, c'est un peu la base, la thèse, le support sur lequel s'appuie tout le reste du lore de Warhammer 40 000. On est toujours dans cette apocalypse imminente. Maintenant, il faut se poser un petit peu la question, et la question que se posait Ian dans sa vidéo YouTube, c'était de savoir comment, sachant cela, Warhammer 40 000 pouvait seulement faire avancer son lore, puisque si on est juste avant l'apocalypse, en fait, soit on raconte comment l'apocalypse se déroule et comment il y a une fin et éventuellement un nouveau recommencement. Je regarde un petit peu du côté de Age of Sigmar, par exemple, en disant ça, qui a tué à l'origine Warhammer Fantasy Battle pour arriver sur un autre monde, et maintenant il y a des rumeurs comme quoi on reviendrait un petit peu en arrière là-dessus. On verra ce que nous apprendrons les mois prochains sur ce sujet, mais en fait, peu importe. C'est vrai qu'on avait cette problématique-là, on ne peut pas vraiment faire avancer l'histoire si on sait que la chute est imminente. Du coup, il faut ruser. Et la présentation classique qu'on fait autour de ça, c'est que globalement, Games Workshop ne rusait pas réellement. Tel qu'on l'entend dans les cercles de jeux, dans les associations, dans vos différents événements, c'est que avant la version 8 de Warhammer 40 000, globalement, le lore il bougeait pas, et depuis, ça fuse, ça va hyper vite, il y a plein d'avancées. En réalité, moi je pense qu'il y a toujours eu cette espèce de paradoxe un peu permanent au sein de l'univers de Warhammer 40 000, mais c'est aussi ce qui fait son charme, c'est qu'il y a toujours eu d'un côté un cadre relativement statique. Donc c'est cette fameuse toile de fond de l'Imperium sur le point de s'effondrer, de la fin du 41e millénaire, etc., etc. Mais avec quelques petites avancées qui, elles, tiennent plutôt du côté de l'arrivée d'un personnage, d'une campagne clé qui va être complétée ou qui est sur le point de s'achever, etc., etc. Donc ça, pour moi, ça a toujours été le cas. Depuis, on va dire, la V2, parce que Rogue Trader est un peu à part, la première édition de Warhammer 40 000 étant plus proche, finalement, un peu du jeu de rôle que du wargame, elle remplissait pas exactement les mêmes conditions d'un point de vue lore, et voilà, ensuite, au fil des éditions, Games Workshop a un petit peu changé sa façon d'écrire le lore Warhammer 40 000 pour mieux accommoder, encore une fois, vos parties, et aussi, on en reparlera un petit peu après, mais le marketing de l'entreprise, tout simplement. Je vous donne un exemple pour vous montrer que finalement c'était déjà un petit peu le cas avant, cette espèce d'immobilisme certes d'un côté, mais quand même de 3 percées, de 3 avancées. Eh bien, cet exemple, il s'appelle Abaddon le Fléau. Si vous étiez là à l'époque de la V2, ce qui n'est pas mon cas, je suis arrivé à l'époque de la V3, donc quelques années plus tard, mais en 96, on avait un codex, Space Marine du Chaos, qui nous présentait ce personnage, Abaddon le Fléau, et à l'époque, il avait lancé 12 croisades noires contre l'Imperium. Et tout le monde se demandait, oh là là, quand est-ce que notre ami Abaddon va lancer la 13e Il est possible que cette 13e croisade sonne le glas de l'Imperium, et ce sera la fin de tout, et on retrouve à nouveau cette espèce d'idée que l'apocalypse est imminente. Il suffit que un énorme personnage comme Abaddon, ou que un dieu, ou que un événement cataclysmique arrive pour la précipiter. Eh bien, on n'a pas eu à attendre si longtemps que ça, puisque
V2 96, le codex Space Marine du Chaos, on passe en V3 quelques années plus tard, on est en 2003, et là pour le coup je joue déjà à Warhammer 40 000, ou en tout cas j'ai eu connaissance de ce codex, je l'ai tenu entre mes mains, ce codex c'est le codex Œil de la Terreur, qui relatait quoi? Ni plus ni moins que la fameuse 13e croisade d'Abaddon, et du coup on voyait bien ce qui s'y passait, et les choses avançaient, le personnage du coup avait vraiment fait un pas de plus, une croisade de plus, et il allait précipiter la fin de l'Imperium. Ça on ne le savait pas encore, qu'on allait devoir attendre 5 éditions et la V8 pour vraiment voir Cadia tomber, mais en tout cas les événements parfois un petit peu avançaient. C'est le cas aussi des Tyrannides. Ian en parle dans sa vidéo en expliquant que dans la version 2 on les présentait comme arrivant dans la galaxie, et puis petit à petit on nous a parlé des guerres tyranniques jusqu'à faire monter tout ça en épingle en V4 et à nouveau en V10 relativement récemment avec les fameuses guerres tyranniques. On en est désormais à 4 guerres tyranniques, donc on voit bien qu'il y a certaines choses qui progressent. En revanche, il y a un truc qui bouge pas, c'est la timeline. La timeline, vous savez ce que je disais avec ce fameux 999.m41 que vous avez dû lire à droite à gauche. Alors, à partir dans mes souvenirs de la 6e, peut-être 7e édition, on a commencé à avoir apparaître des M42. Donc on n'était déjà plus au 41e millénaire. Warhammer 40 000 conservait son titre et il le conservera toujours. Il est trop iconique pour être changé, même si on change d'année, même si on change de millénaire. Mais c'était pour dire, on a quand même un petit peu avancé. Ça aussi, ça nous prouvait finalement que les choses bougeaient. Je sais pas si on a des dates récemment en M42. Globalement, les dates aujourd'hui, Games Workshop est un peu plus prudent avec ça. Je vous expliquerai pourquoi. Mais effectivement, pendant un temps, les choses avançaient, mais la timeline, elle changeait pas tellement. C'est pas parce que Abaddon avait fait sa 13e croisade qu'on avait vraiment lancé une nouvelle ère ou qu'on avait l'impression que un certain nombre de choses s'étaient succédées. C'était simplement, on ajoutait, si vous voulez, on densifiait un petit peu le lore avec un nouvel élément, mais globalement, on est toujours dans ce flou artistique du 999.m41. T'inquiète bébé, on est à la fin du millénaire, te pose pas trop de questions. Ce qui crée finalement le paradoxe suivant, c'est que le lore avance, mais sa chronologie n'avance pas. Un petit peu comme si nous, aujourd'hui, on bloquait le monde en 2026, dommage, et par ailleurs, je continuais de vous balancer des épisodes, où moi je vous parle de la V12, de la V13, j'ajoute des nouveaux éléments, mais on est quand même toujours en 2026. Il y a une petite tension, qui n'est pas forcément très présente dans Warhammer 40 000 parce qu'il y a une logique autour du canon, autour de la façon de consommer du lore qui jusqu'à présent se faisait beaucoup avec des livres, avec des inconsistances, mais sur lequel Games Workshop rajoutait des choses. Ceux qui ont lu mon bouquin chez Ferd le savent, c'est vraiment le truc que je trouve fascinant avec Warhammer 40 000, c'est sa capacité à faire feu de tout bois, c'est-à-dire les contradictions, même parfois en fait juste des erreurs vont être utilisées pour inventer de nouvelles idées. Donc finalement, je pense pas qu'on était des gros nerveux de la chronologie, mais on est passé à un nouvel âge. Désormais, Games Workshop, il essaye justement de créer une succession d'événements. Alors pourquoi ? Je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps, tout simplement, mais je vais vous donner quelques exemples pour vous prouver que les choses ont changé du côté de Games Workshop, notamment, par exemple, le retour en arrière de la version 9. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais quand ils nous ont présenté cette 9e édition à l'époque, ils nous ont expliqué qu'ils revenaient en arrière dans le temps. Donc déjà, il y avait une logique de chronologie qui était actée, dont on parlait dans les canaux officiels de l'entreprise, qui commençait effectivement à s'emparer de ce sujet-là, de la chronologie, en disant, avec la V8, on est arrivé hyper fort, avec la croisade d'Indemitus, l'arrivée des Primaris, etc. Et tout ça était en fait terminé fondamentalement. Donc il y avait eu 2-3 bouquins qui parlaient un petit peu de ces choses-là, notamment des guerres de la peste où Mortarion venait foutre le bordel au sein des 500 mondes et se cogner avec Robot Guilliman parce que à l'époque, c'était les 2 primarques du moment. Mais effectivement, en version 9, ils se sont dit, c'est vrai qu'on a fait un espèce de gros flash forward sur beaucoup d'éléments qui sont hyper intéressants, notamment la croisade Indomitus de Roboute Guilliman. C'est quand même l'idée de réunifier les mondes impériaux, de doter les chapitres Space Marine en renfort, et il y a plein de petites histoires qui pouvaient être construites autour de ça, donc ils ont décidé de revenir un petit peu en arrière, et ils nous ont dit, en fait, vous voyez ce qu'on a vu en V8 avec certains mondes, comme par exemple Vigilus, comme certains concepts, ou certains endroits, comme par exemple le Narmund Gauntlet, le Gantelet de Narmund, je ne sais plus comment il s'appelle, le détroit de Narmund, cette espèce d'endroit
endroit qui permet de passer relativement calmement d'un morceau à l'autre de l'Imperium, coupé en deux par cette faille warp gigantesque qu'on appelle la grande faille ou la cicatrice maledictum. En fait, tous ces concepts-là, on va essayer de revenir un petit peu en arrière pour savoir comment on a établi ces choses-là, comment ça s'est passé avec l'Imperium Nihilus, l'Imperium Sanctus, comment tout ça fonctionne. En fait, c'est tellement riche qu'on va nourrir cette période-là. Donc, ils sont revenus un petit peu en arrière et ils ont ajouté effectivement du contenu. Et ils ont même retcon, ce qui est assez rare pour être souligné, parce que généralement, on ne fait pas de continuité rétroactive, c'est ça que ça veut dire retcon, et en termes narratifs, ça veut simplement dire revenir sur un élément pour faire en sorte que tout soit cohérent. Et généralement, Games Workshop ne fait pas ça, parce que, comme je vous disais, il fait feu de tout bois, et il s'amuse peut-être un peu, justement, de ces paradoxes, de ces contradictions, de ces erreurs. Et ben là, ils ont choisi de faire une formule beaucoup plus stricte, beaucoup plus linéaire et littéraire, puisque ils ont dit, bah, vous voyez ces bouquins avec les guerres de la paix, en fait maintenant ils font partie de la saga Dawn of Fire. Et la saga Dawn of Fire, elle raconte quoi? Eh bien elle raconte justement cette fameuse croisade Indomitus, comment elle s'est passée, etc., etc. Donc ils ont intégré une trilogie, il me semble, au sein d'une saga littéraire plus large, et une saga qui justement suit la chronologie en fait de ce nouvel univers de Warhammer 40 000, ce Warhammer 40 000 moderne que l'on connaît désormais toutes et tous. Il n'y a pas forcément besoin d'aller aussi loin pour comprendre comment ça fonctionne. Tout simplement, quand Games Workshop, par exemple, ajoute des figurines, et ça, ils le font depuis toujours, bah, on ajoute les figurines et on vous dit, elles ont toujours été là. Fondamentalement, on fait une forme de retcon, pas toujours, parfois on explique que la technologie vient d'être découverte, donc c'est un peu la petite astuce qui a souvent été utilisée par Games Workshop, notamment du côté des technologies Space Marine. On a retrouvé ce qu'on appelle le schéma de construction standard, donc désormais on sait refaire ce véhicule qui avait été perdu depuis le Moyen-Âge technologique, ou que sais-je. Aujourd'hui, ils s'emmerdent même plus avec ça, hein. Ils balancent le truc direct et ils se posent pas de questions. Ça prouve aussi un petit peu que là, leur approche a changé. D'autres exemples, c'est l'absorption de certains lores. Typiquement, j'avais été très surpris dans le codex V9 de l'Astra Militarum, de la garde impériale. Vous avez une double page sur une zone de guerre, donc c'était aussi l'une des grandes, je pense, nouveautés de cette version 9, c'est de trouver un terme. Bon, ils n'ont pas été chercher très très loin, hein. C'est donc ces zones de guerre, ces endroits où effectivement on va zoomer sur un morceau de la galaxie, on va voir qu'est-ce qui s'y passe. Et ben, celui de ce codex-là, il y en avait un par codex, c'était la croisade des mondes de Sabbath. Les mondes de Sabbath, c'est tout simplement la toile de fond sur laquelle s'appuient Dan Abnett et maintenant d'autres auteurs pour écrire la saga des fantômes de Gaunt et ses nombreux spin-offs, tie-in, produits dérivés, etc., etc. Et ça, c'est assez curieux parce que je me suis dit, ah mais c'est un peu étrange parce que pour moi c'était un truc qui était un peu dans le passé de Warhammer 40 000 et désormais c'était un petit peu un des nombreux trucs, une des nombreuses zones de guerre qui se déroulaient simultanément au sein de Warhammer 40 000. Alors je dis simultanément, pas toujours, parfois il y a des dates qui nous font comprendre que parce qu'il y a eu telle campagne, telle autre est née, etc., etc. On voit des logiques de comment dirais-je, de connexion, il y a des conséquences à certains événements, parfois d'autres sont simplement isolés, c'est le cas des mondes de Sabbath qui je crois est à la fois une poche pour Black Library, pour des romans, mais aussi, du coup, maintenant était présenté comme un contexte pour vous, si vous avez envie, en tant que joueur garde, de vous inscrire dans cette logique des mondes de Sabbath, vous pouvez très bien le faire, et je trouvais ça amusant, parce que même dans les nouveaux bouquins qui sortent désormais dans ce contexte, des mondes de Sabbath, vous voyez des Space Marines qui sont dotés d'armures Primaris. Or, avant, quand il y avait des couvertures avec des Space Marines, il y en avait quand même quelques-uns, même si c'est quand même très centré sur la garde impériale, mais ils avaient les anciennes armures, ils n'étaient pas primarisés. Et désormais, en fait, tout ça a été rattrapé, un peu corrigé, sans doute un peu bousculé. Alors, c'est pas comme s'il y avait des dates exactes dans l'univers des fantômes de Gaunt qui nous permettaient de dire « Mais non, mais c'est pas possible, ils ont tout changé, c'est nul ». On s'en fout pas mal en fait à vrai dire, mais je trouvais que c'était intéressant de remarquer qu'ils avaient fait en sorte d'aligner ce qui était une sorte d'univers de poche très apprécié des gens, avec l'univers plus global, qui était désormais celui de Warhammer 40 000, et du coup des Primaris. Et ça, c'est assez intéressant de le remarquer. De la même manière qu'aujourd'hui, dans les produits dérivés, on voit bien sûr les Space Marines
Primaris, que ce soit dans Space Marine 2, bientôt dans Total War Warhammer 40 000, ou encore dans Dawn of War 4, il n'y a pas de question à se poser, on a bien les nouveaux Space Marines comme star du jeu, et c'est normal. Mais on voit du coup que l'approche de Games Workshop, elle a commencé un petit peu à changer. En V8 certes, parce qu'on a introduit beaucoup de nouveaux éléments, on a fait par exemple à intervenir les Eldar avec les Inari qui vénèrent le dieu de la mort, on a créé des nouveaux personnages, on a fait revenir d'anciens personnages comme Roboute et Gilliman, etc., etc. Et par la suite encore plus en V9 où là on s'est emparé de la chronologie à proprement parler. Et on a même, quand on ne savait pas comment répondre à tous les problèmes, on a trouvé des petites astuces. Donc les petites astuces des auteurs de chez Games Workshop, c'est de dire, vous savez, la faille, la cicatrice Maledictum, elle a foutu un peu le bordel dans le continuum espace-temps. Alors des fois, les dates, c'est un peu flou. De la même manière, l'une des premières décisions que prend Gilliman quand il arrive au pouvoir, c'est de faire en sorte que le calendrier impérial soit réformé pour qu'on note les dates de manière un petit peu plus cohérente parce qu'il trouve que c'est le bordel. Donc on nous donne pas mal d'excuses pour nous expliquer pourquoi finalement il y aurait encore des inconsistances, notamment dans les dates où je pense qu'ils ont été même plus loin en se disant tiens, si aujourd'hui tu te dis, tu deviens fan, toi t'arrives en V8 ou en V9, en V10, tu deviens fan d'une faction, tu rachètes les vieux codex et tu trouves que c'est incohérent, tu peux te dire ouais c'est incohérent parce que la faille a foutu le bordel et t'as presque une explication et l'explication est d'autant plus puissante qu'elle fonctionne à la fois hors univers, c'est-à-dire elle explique les inconsistances d'un bouquin à l'autre, et in-universe, au sein de cet univers, et effectivement la cicatrice Maledictum ou le fait que l'Imperium soit pas hyper rigoureux sur les dates, tout ça, ça vous donne des petites excuses, et en même temps ça enrichit un petit peu cet univers, ça le rend vraiment différent, par exemple d'un space opéra comme Star Wars où on va dater en fonction de la bataille de Yavin, et donc on est 20 ans avant Yavin, 200 ans après, mais on a toujours ce point, cet ancrage, et on va dater comme ça. Donc désormais, on est dans cette nouvelle approche, beaucoup plus systémique, qui concerne également les produits dérivés, on reviendra dessus juste après, et globalement on est plus proche du millénaire 42 avec les petites astuces que je vous ai énumérées sur quand il y a des trucs un peu flous, on va les dégainer et ça marche plutôt bien. On a cependant ajouté de nouveaux éléments. Énormément de nouveaux éléments, notamment V9, V10 avec ces fameuses zones de guerre. Je vous parle même pas de Kill Team, qui est donc un dérivé jeu d'escarmouche de Warhammer 40 000, mais qui a son propre lore un petit peu encore plus niche, encore plus resserré sur certaines planètes, sur certains secteurs, etc., etc. Mais effectivement, tous ces éléments-là, on les a amenés pour enrichir le contexte, nourrir ce cadre, si vous voulez, mais pas forcément pour raconter une histoire à proprement parler, au sens où, on a ajouté un début et il faudrait un milieu, il faudrait une fin. En réalité, non, on va pas vraiment vers une conclusion, on cherche plutôt à alimenter la machine avec des idées plus ou moins fraîches. Typiquement, la grande idée de la 10e édition, c'était de refaire venir les tyrannides sur le devant de la scène, le temps d'une 4e guerre tyrannique. Ça tombe bien, ça permet de rafraîchir la gamme. Ça tombe bien aussi parce que on sait qu'on a un Space Marine 2 en préparation et donc on a un jeu vidéo où on voit pas d'ailleurs forcément toutes les nouvelles figurines, mais du coup on est dans cet esprit-là. Donc il y a une espèce de consistance, de cohérence qui se crée autour des tyrannides qui deviennent le temps de l'édition, ou en tout cas de ses débuts, un peu les grands méchants de cet univers. Et puis par la suite, avec les paquets de cartes, on est revenu par exemple, ou même avec les bouquins de croisade, on est revenu sur le Pariah Nexus, on est revenu sur le Narmoon Gauntlet, on est revenu un peu partout jusqu'à Armageddon dans un premier temps, je crois que c'était l'année dernière ou peut-être même l'année d'avant. Et donc on voit finalement que il n'y a pas de grands changements d'un point de vue lore, c'est-à-dire que malgré tous ces éléments, on reste sur une forme d'immobilisme, on reste sur un truc relativement statique. En revanche, partout où on regarde, on sait que des choses se passent, on sait que des campagnes dantesques, titanesques sont mises sur pied, on sait que des armées se rassemblent, on sait que certaines sont détruites, on sait que les choses bougent un peu à droite à gauche, mais c'est un peu comme si, quand on regardait la map, on ne voyait rien et qu'il faut zoomer avec une loupe et d'un coup là on voit plein de petits bonhommes s'agiter et se casser la gueule. Ça a vraiment un petit peu changé dans notre approche de Warhammer 40 000, puisque c'est vrai qu'avant,
il n'y avait pas forcément une direction globale, un petit peu légère quand même, peut-être d'un codex à l'autre. On retrouvait certains éléments un petit peu communs, mais si vous voulez, V3, V4, peut-être même encore V5 et V6, vous aviez pas forcément cette logique-là de zoomer sur des coins de la galaxie, de faire avancer certains lieux, certains personnages au sein d'une chronologie. En fait, la chronologie, on s'en foutait pas mal, on remplissait, on peignait le tableau, le cadre, etc. Est-ce qu'il craque? Est-ce qu'on déborde? Est-ce que c'est bien adapté? On s'en foutait un petit peu. Là, on sent que Games Workshop commence un peu à réfléchir et n'hésite pas, de temps en temps, à revenir sur certaines de ses idées, comme je le disais par exemple avec Dawn of Fire, mais tout simplement avec le Nexus Paria, dont on entend vachement parler depuis la V9 au moins, et j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de faire des retours vers cet univers, cette poche, où en fait... contrôlé du coup par des nécrons et où le warp, l'énergie warp est en fait isolée du monde réel, du monde tangible grâce à la technologie des nécrons. Donc quand ils ont 2-3 bonnes idées, ils n'hésitent pas à les écrémer le plus possible et à revenir dessus quitte à nous saouler. Et ça marche, je sais pas, on reviendra peut-être sur cette question et je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire de cette vidéo si vous nous regardez sur YouTube ou sur Spotify. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour nous parler de tout ça. Mais c'est vrai que fondamentalement, même s'il y a un focus sur la chronologie qui est plus important et sur une idée que quand même il faut maintenir tout ça un minimum cohérent, on sent que la fonction de l'univers de Warhammer 40 000 est toujours la même. Cette fonction, c'est simplement de nourrir autant les auteurs que les joueurs, que le marketing. Pour les auteurs, c'est simple, tous ces éléments-là, ça leur permet d'écrire des suppléments, ça leur permet de justifier pourquoi de nouvelles figues reviennent, ça leur permet d'inventer des plus petites histoires, plus faciles, où effectivement, justement, on peut avoir un début, un milieu et une fin. D'ailleurs, par auteur, j'entends non seulement ceux qui travaillent chez Games Workshop, mais je pense aussi à des gens qui travailleraient par exemple chez Saber et qui travailleraient au hasard sur un Space Marine 3. Eux, on sait qu'ils peuvent raconter la suite de l'arc de Titus, mais on voit bien par exemple que l'ami Titus est un bon exemple, il est lieutenant dans Space Marine 2, il est redevenu capitaine le temps d'un supplément. Donc en fait c'est toujours les suppléments, les livres de campagne, ou les codex parfois, c'est plus rare, mais les livres de campagne en tout cas qui font avancer l'univers de Warhammer 40 000. Et souvent aussi, chaque nouveau livre de règles, donc chaque nouvelle édition va faire un petit peu avancer les choses, ou va bousculer un petit peu le statu quo. Et du coup, après les auteurs peuvent, quand ils zooment sur la vie de Titus, donc je sais pas, mettons Space Marine 3, il va combattre les orques parce que il va arriver sur Armageddon, je sais pas si ça sera peut-être les Nécrons, je crois que c'était un petit peu la rumeur, et c'est plus ou moins ce qui est teasé à la fin du deuxième jeu, spoiler alert, mais en fait, on pourrait juste raconter, maintenant qu'il est capitaine, comment ça fonctionne, est-ce qu'il a retrouvé ses marques, est-ce que tout le monde lui fait confiance, etc., etc. Ça, c'est pas forcément un truc que va raconter dans le détail un bouquin de campagne. Il va pas forcément s'intéresser à l'aspect psychologique des choses. Par contre, il va nous dire est-ce que Titus a rencontré Guilliman, Calgar, on s'en fout. Et effectivement, ça sert à toutes sortes d'auteurs qu'ils viennent de Games Workshop ou d'ailleurs. Ça sert aussi à tout un tas de joueurs. Récemment, je vous ai parlé de ma campagne un petit peu à petit format où on s'était inscrit dans le lore des 500 mondes. Donc quand Games Workshop fait un nouvel outil de campagne, ça nous permet, nous, de nous greffer à cet univers-là et d'avoir vraiment l'impression d'y participer, de nourrir la machine, d'être un peu dans l'air du temps aussi, et c'est plutôt cool, c'est plutôt fort. Et la fonction principale, ne nous voilons pas la face de tout ça, c'est de servir le marketing de Games Workshop. Le principe de Games, c'est de nous vendre des figues. Il faut faire en sorte que les figues, désormais, soient attachées à une forme de hype, pour le meilleur ou pour le pire, d'ailleurs. Mais cette hype, elle peut pas naître de nulle part. On peut pas juste dire, regardez, voici un nouveau char pour la garde impériale. Peut-être que ça suffisait il y a quelques années. Aujourd'hui, on va essayer d'emballer les choses, de les enrober un petit peu différemment. Donc on va créer un nouveau personnage, Léontus, expliquer que la garde a un nouveau commandant. On va peut-être aussi tout simplement dire, on retourne sur Armageddon parce qu'on a besoin de refaire la gamme Orc. Donc c'est ce qui est le plus logique, parce que d'après ce qu'on a déjà précédemment établi, eh bien les gens reconnaissent ce nom, se disent que ça va être la grosse castagne, qu'on va avoir droit à des orques en pagaille, que on va avoir droit à Yarick, peut-être à la Légion d'Acier, pas sûr. On reviendra un petit peu sur cette logique-là, mais vous voyez l'idée. Il faut servir, enrober les figues qu'on nous offre. On pourrait très bien se dire, elles sont suffisamment belles et elles peuvent avoir un attrait aussi gameplay qui suffit
à les vendre, mais d'un point de vue marketing, c'est moins sexy. C'est toujours plus sympa d'avoir soit un petit trailer où ça donne aussi une couleur, une empreinte pour les posts, pour les visuels, pour comment ils prennent même tout simplement des photos au sein du studio. C'est quand même plus sympa de dire, bah voilà, on n'a pas refait Yarick au hasard, on a refait Yarick parce qu'il est de retour, les Space Wolves l'ont aidé à prolonger sa vie et il vient castagner de l'orque et donc on va le prendre en photo entouré d'orques au milieu du studio et ça va être super glorieux. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est que ces choses-là, aussi artificielles puissent-elles paraître, vont nourrir énormément d'équipes au sein de chez Games Workshop et en retour créer de la hype quand nous on va voir ces visuels-là aussi. Alors est-ce que ça marche ? Bah peut-être pas à tous les coups, pour revenir sur la question finalement fatidique. Peut-être qu'on en a marre, peut-être on commence aussi à voir les ficelles. Donc faudra en discuter tous ensemble et j'ai 2-3 pistes moi en tout cas d'analyse et je dirais 2-3 critiques à formuler, mais c'est vrai qu'on voit que fondamentalement la machine elle n'est pas cassée, elle fonctionne toujours. Alors, est-ce que ça plaît à tout le monde ? Certainement pas. Est-ce qu'elle risque de perdre en intensité, en régime moteur petit à petit ? Peut-être, sans doute, mais ça ne veut pas dire que Warhammer 40 000 est en état de crise. On voit que ça fonctionne toujours à peu près correctement et malgré du coup, si on devait le résumer très vite, une attention particulière désormais faite à la chronologie et à une espèce de logique de succession d'événements, d'apparition de personnages, etc., on voit que la logique derrière Warhammer 40 000 est restée la même. On sert plutôt un cadre, on sert plutôt un contexte qu'une histoire en particulier. Sauf que quand on fait intervenir de très gros personnages, qu'on commence à créer des connexions entre différentes zones de guerre, eh ben on rentre dans un truc plus linéaire. Et donc les gens commencent par dire un truc qu'ils ne disaient peut-être pas avant, ou en tout cas dont ils ne se plaignaient peut-être pas avant, parce que moi, depuis que je joue à Warhammer 40 000 en V3, j'entends ce truc-là. Warhammer 40 000, ça avance pas beaucoup, c'est statique, c'est dommage, j'aimerais bien y voir si, y trouver ça. On s'en plaignait ? Je sais pas, on remarquait que ça fonctionnait comme ça. Mais je crois que tout le monde était un peu au courant que c'était ce qui nous permettait aussi de pouvoir nous insérer, nous, puisque la machine, voilà, c'est un peu comme si vous... voilà, le tapis de course n'est pas en route, donc vous pouvez monter dessus et faire vos propres trucs, courir à votre rythme. Aujourd'hui, le tapis, de temps en temps, il va se mettre en marche et potentiellement, il vous éjecte parce que vous êtes pas très intéressé par ce que Games Workshop vous fait, ou alors il va vous frustrer parce qu'il va partir très vite et vous allez être à fond et d'un coup il va s'arrêter et vous allez dire mais pourquoi maintenant, ça y est je suis chaud, on enchaîne, et ça crée ces frustrations là dont nous allons parler dans la prochaine session. Mais avant ça, je voulais justement faire un tour vers vous, amis auditeurs et auditrices, puisque quelques-uns d'entre vous, il faut dire que j'ai pas laissé énormément de temps, ont quand même laissé un petit mot sur le Discord pour nous dire ce qu'ils pensaient de ces évolutions du lore récente et de comment ça fonctionne. Alors on a tout d'abord Raph et Falinor qui eux spécifiquement ne sont pas fans du retour des primarques loyalistes. Vous le savez, moi non plus, je crois que je m'exprime là-dessus un podcast sur 2, donc je vais pas revenir dans le détail sur pourquoi je trouve que c'est dommage, mais ça participe de cet effet un peu Avengers, comme je l'entends souvent dire, cet effet un peu Marvel de oui on a les super-héros de cet univers, c'est les primarques, et donc l'univers doit avancer pour eux, par eux, tout le temps, et ça donne un peu l'impression qu'on retombe toujours un petit peu avec la même galerie de personnages, et c'est un peu dommage. Il y a Raph toujours qui disait justement que, paradoxalement, on avait quand même de nombreux nouveaux personnages qui sont introduits, mais eux reçoivent pas forcément le même amour. Ils n'ont pas beaucoup de lore, donc il parlait, je crois... des lances jumelles, des taux récemment introduits, donc je sais pas, frères, en tout cas deux combattants taux dans leurs exo-armures qui combattent ensemble. Ils ont la classe, leurs figues sont ultra fortes. Paraît-il, leurs règles sont turbo pétées, mais ça, je m'aventure pas trop sur ce sujet. Et c'est vrai que, bah du coup, ils arrivent et bon, est-ce qu'ils sont aussi marquants que Farsight ? Est-ce qu'ils sont aussi marquants que Shadowsun ? Alors après, ils ont tout le temps de revenir là-dessus et de les densifier au fur et à mesure des éditions, parce que je suis pas sûr que Farsight ou Shadowsun à l'époque ça nous semblait aussi intéressant que ça l'est aujourd'hui. Encore que je crois que Farsight avait vraiment quelque chose de cool dans le sens où on introduisait une faction et on introduisait tout de suite un gars qui était un peu à part de cette faction, qui est quand même toujours un moyen d'amener un maximum de saveur très rapidement pour une race comme les taux. On a aussi
Stormy, qui goûtait peu au retour sur les mêmes mondes, avec les mêmes personnages. Donc voilà, il rebondit un petit peu sur ce que j'ai dit, sur comment Games Workshop désormais fait les choses, mais il disait apprécier les suppléments de la version 10, donc Milestorm, j'imagine, les 500 mondes, mais aussi les produits dérivés que Games Workshop produit, notamment Hammer and Bolter, où il y a 2-3 épisodes qui trouvaient assez sympas dans comment ça présenter l'univers, quelle comment dirais-je facette de Warhammer 40 000 ça présentait, comment ils étaient connectés entre eux, etc., etc. Et c'est vrai que c'est aussi un des nouveaux canaux pour développer l'univers du côté de chez Games Workshop. On avait également Chocobon qui nous a envoyé un message qui est d'accord avec Stormy et qui remarque néanmoins des dissensions qu'il trouve très appréciables au sein d'un même camp. Alors je viens de parler de l'ami Farsight chez les Tau, donc je pense que c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que c'est sympa de remarquer que c'est quelque chose qui est toujours cultivé dans Warhammer 40 000. Par exemple, on sait que l'Inquisition se méfie de Guilliman et vice versa. On sait que Asmodai voit d'un mauvais œil que son primarque, le lion, soit de retour et que l'un de ses premiers actes soit de pardonner les déchus. Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui nous permettent. Encore une fois, c'est des espèces de fils de canne à pêche qu'on jette dans l'eau pour que les joueurs viennent mordre, viennent accrocher leurs propres idées, leurs propres histoires. Et je trouve ça très très cool. Pourquoi imaginer que vous êtes un joueur Dark Angel et vous allez affronter d'autres Dark Angel? Et ben voilà un petit élément de contexte qui vous permettrait de justifier ou même d'enrichir votre bataille. Ça, c'est plutôt très très cool. On a Hurleloup qui disait qu'il déplorait le manque de conséquences. Il citait par exemple l'éveil psychique. Donc ça, c'est une extension de la V8, donc ça commence un petit peu à dater. On nous parlait effectivement que voilà, il y avait de plus en plus de psychers parmi les humains, ce qui était quand même plutôt un truc du vieux lore. Et c'est vrai qu'ils étaient revenus sur cette idée-là, qu'il y en a de plus en plus. Bon, en fait, ça sert pas à grand-chose, ça n'a pas servi à grand-chose, si ce n'est à donner un titre commun aux différentes extensions qui sont sorties en fin de V8. Il citait bien sûr le retour du lion ou encore l'arrivée de Vashtor ou des Inari. C'est un petit peu malheureux, mais il appréciait quand même les bouquins avec des conclusions. Et remarquait notamment que les bouquins de la V9, fin d'extension V9, c'était donc les arches fatidiques, Arcs of Omen, et bien ils avaient un début, un milieu et ils avaient une fin. Même s'il y avait du coup Angron, le lion, donc à nouveau 2 primarques, il y avait aussi Farsight d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'était axé autour de personnages, et donc du coup ça nous permettait de zoomer et d'avoir des vraies petites histoires qui faisaient quand même un minimum avancer les choses, et je crois d'ailleurs que vous avez été plusieurs au-delà de Hurleloup à le noter, donc c'est à croire que Games Workshop s'améliore plutôt bien, peut-être même encore plus si on regarde un petit peu le parcours qu'ils ont fait en V10 avec du coup le Milestorm, avec les 500 mondes dont je reparlerai tout à l'heure. Et enfin, on a l'ami Silur qui remarquait qu'on commence à voir beaucoup le marketing derrière les avancées. Tiens, j'en parlais, et effectivement, il soulignait le côté récurrent de gros persos super puissants pour lesquels automatiquement on a envie d'attendre une suite, on a envie de savoir ce qui va se passer finalement. Alors que à l'époque, comme il le soulignait, on pouvait peut-être avoir des personnages plus petits en termes d'ampleur et donc les laisser de côté, savoir qu'ils étaient sur telle ou telle mission, qu'ils étaient bloqués sur telle quête. Bon, ça posait pas tellement problème puisque on les imaginait pas forcément être les leaders de cet univers. On ne s'attendait pas forcément à ce que ça soit eux qui fassent avancer le schmilblick. Il citait du côté des suppléments qui ont un début, un milieu, une fin et qui sont quand même super riches, super intéressants, et bien tout ce que faisait Forge World, donc je pense Imperial Armor, type le siège de Vrax et ce genre de choses. Donc du coup, c'est vrai, on a encore une fois des exemples qui prouvent que Games Workshop est capable de ménager un petit peu la chèvre et le chou, de continuer à faire en sorte que son univers soit relativement immobile pour activer tout un tas de zones de guerre, permettre à des typologies de joueurs très différentes de s'y retrouver, etc. Mais quand même, de temps en temps, un petit zoom sur un truc, des nouveaux personnages, des petites histoires et des figurines. Là aussi, c'est malgré tout du marketing, et déjà à l'époque, avec, je sais pas, les Red Scorpions, avec la guerre de Badab, dont on a parlé, et sur laquelle on a déjà fait un épisode, mais vous voyez l'idée, de temps en temps, Games Workshop arrive à créer des trucs plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, l'entreprise, elle doit faire face à des défis qui sont beaucoup plus modernes que ceux qu'on connaissait
entre la V2, j'ai envie de dire, et jusqu'à la V8. Ces défis du Warhammer 40 000 moderne, je voulais vous en parler, j'en vois au moins 3. Le premier, c'est que il y a un truc qui a changé ces dernières années, c'est la popularité de la série littéraire L'Hérésie d'Horus. Mine de rien, l'Hérésie d'Horus, elle a mis à plat, elle a mis de manière relativement linéaire, même si de temps en temps il y a eu des contradictions, il y a eu des trucs un peu chiants à résoudre sur lesquels ils sont revenus, etc., etc. Mais on va dire que globalement, ça a posé avec un début, un milieu, une fin, même si là on continue sur la conclusion et on va un peu plus loin que l'Hérésie d'Horus dans un bouquin récent, Les Cendres de l'Imperium, si je ne dis pas de bêtises, que je n'ai toujours pas lu, mais c'est au programme un jour promis. On voit qu'ils ont dû justement créer cette logique-là pour s'adapter à un autre public. Ils ont créé des attentes sur il y avait 2 bouts de l'or dans un White Dwarf, un truc mentionné dans une vieille édition, qu'est-ce qu'on fait ? Quels personnages on invente, lesquels on reprend de l'univers de Warhammer 40 000 mais qui étaient déjà là, comment on les développe. Je pense que le succès de l'Hérésie d'Horus a pas forcément fait du mal à Warhammer 40 000 parce que je pense que ça a fait briller, ça a fait venir beaucoup de gens à l'univers, donc je vais jamais cracher dessus. Par ailleurs, j'ai lu ces bouquins moi-même et il y en a beaucoup que j'apprécie. Mais c'est vrai qu'ils ont forcément commencé à faire rentrer cette logique plus linéaire, plus littéraire, plus chronologique dans un univers qui, à la base, en fait, s'en passait assez bien et plutôt bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça crée une attente chez les fans, et ça crée une attente aussi du côté de l'éditeur de chez Black Library, puisque, preuve en est, ils ont fait une nouvelle saga, Dawn of Fire, qui est dédiée à la chronologie du présent de Warhammer 40 000. Donc après avoir fait le passé avec l'Hérésie d'Horus, ils voulaient faire un peu leur même saga avec Dawn of Fire. Avant ça, ils avaient fait la saga de la bête qui se passe après l'Hérésie d'Horus, mais pas très longtemps après l'Hérésie d'Horus. Donc on sent que c'est un truc qui les intéresse, et c'est un truc qui fonctionne très bien de toute façon pour une maison d'édition, donc je vais pas leur reprocher. Mais c'est vrai que du coup ça crée des attentes. Quand aujourd'hui vous lisez une grande saga et que vous avez du coup ces rebondissements, quand vous êtes plutôt du côté de l'histoire que du côté du cadre, finalement vous vous attendez peut-être à voir la même chose à Warhammer 40 000 quand vous jouez, quand vous déclenchez votre partie avec vos adversaires, etc., etc. À ça, il faut ajouter d'autres produits dérivés. En réalité, les produits dérivés qui se multiplient autour de Warhammer 40 000. Aujourd'hui, Games Workshop a vraiment un département qui fait en sorte, par exemple, que le bruit des bolters soit cohérent d'un jeu vidéo à l'autre, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Donc forcément, aujourd'hui, si vous regardez la série Secret Level sur Amazon Prime, si vous jouez à Space Marine 2, bientôt Dawn of War 4, d'autres jeux plus mineurs, peut-être Mechanicus 2, où on va avoir la première représentation des Votann, par exemple, il y a toute une logique qu'il faut accommoder ici, et du coup, l'univers Warhammer 40 000 moderne, il doit gérer ce truc-là, en se disant, ok, qu'est-ce que je présente en termes de chronologie, en termes de personnages, en termes de factions, comment je fais en sorte que ça soit populaire. De ce point de vue-là, je pense que l'introduction du Mechanicus, par exemple, dans Dawn of War 4, c'est peut-être pas que un hasard par rapport au côté tiens ça peut faire un gameplay cool. Je pense que c'est des factions qui sont peut-être moins connues, qu'on a moins vues dans les Dawn of War précédents par ailleurs, et donc c'est peut-être l'occasion pour un public plus large que va toucher Dawn of War de présenter des factions moins populaires tout simplement. Et donc tout ça, ça implique que Warhammer 40 000, Games Workshop spécifiquement, et l'équipe du coup derrière notre jeu préféré, doit se creuser les méninges pour savoir comment on fait pour que le temps d'un jeu ça paraisse cohérent, cool, que les histoires se développent, mais que ça respecte quand même le cadre, voire même que ça l'enrichisse, voire même qu'on l'utilise. Et je sais par exemple que Space Marine 2, je trouve ils le font pas hyper bien. Je trouve que la transformation de Primaris par exemple, elle est super bien incarnée dans le jeu, puisque voilà, on n'en est pas un au début, on le devient après le niveau tuto. Mourir au début du jeu, c'est vraiment un classique du jeu vidéo, mais je trouve qu'il y a d'autres éléments où on se rapprochait plutôt du name dropping, c'est-à-dire qu'on balançait 2-3 éléments, oui, le Primarch, la croisade Indomitus, c'est sympa, mais on sent pas qu'il y ait une logique de présentation, une envie d'enrichir le lore, mais plutôt juste de faire un peu ses devoirs et de prouver, regardez, on sait que désormais il y a ces éléments-là avec lesquels il faut composer. Donc, à voir comment les autres produits dérivés fonctionneront désormais, mais je pense que plus on avance et plus il y a des logiques
finalement qui vont s'imposer un petit peu à Games Workshop, tout simplement par exemple l'idée de consistance. C'est aussi simple que le bruit d'un bolter qui du coup doit être le même d'un jeu à l'autre. Est-ce que on trouve ça cool? Est-ce qu'on peut le déplorer? Je sais pas trop. Typiquement c'est des trucs qui font toujours un peu beaucoup parler. Il y a le même genre d'équipe, si vous voulez, sur Star Wars, sur Aliens, avec qui j'ai pu travailler, etc. Et parfois, bah, ça peut aussi bien servir les créatifs et leur donner de nouvelles idées, ou en même temps les enfermer dans un cadre qui fait que on risque de jouer un peu toujours au même jeu, avec la même vibe, etc., etc. Je vais pas jeter Games Workshop et ses futurs produits dérivés sous le bus, sous le Rhino tout de suite, mais c'est vrai que forcément c'est des choses qui vont venir un petit peu corser la problématique de comment on écrit du lore pour Warhammer 40 000 et comment on le fait évoluer. Et enfin, la dernière chose, ça vient pas de Games Workshop lui-même, ça vient plutôt de la manière qu'on a désormais de consommer du lore. Et si je vous dis de fermer les yeux et de penser à comment vous consommez du lore, j'imagine qu'en fonction de quand vous avez commencé Warhammer 40 000, vous visualisez différents trucs. Si vous êtes comme moi, vous pensez peut-être tout simplement au codex ou au livre de règles de base, avec toute sa grosse partie lore qui vous donnait tout sur un univers. En réalité, aujourd'hui, les gens que je connais qui sont jeunes dans le hobby, qui soient jeunes en tant qu'humains, mais aussi juste tout simplement jeunes hobbyistes, et ben en fait ils vont sur YouTube et ils consomment du lore YouTube en français, en anglais, les deux. Et ça change un petit peu la donne au point que Warhammer 40 000 a une plateforme. Enfin, c'est Warhammer de manière générale, il y a aussi Age of Sigmar et d'autres dérivés, mais sur Warhammer Plus, simplement, vous avez une émission de Lore Master qui fait désormais des émissions de lore et qui présente de manière justement souvent un peu chronologique un personnage, une zone de guerre, une technologie, etc., etc. Ils ont choisi cette approche-là avec un présentateur, une voix off. Ian, par exemple, il met les choses dans leur contexte avec parfois des petits à côté, et puis il fait vraiment ce travail de contextualisation, de vulgarisation. D'autres vont plutôt être du côté du storytelling et vont très très loin dans cette logique-là. Je pense notamment à Indomitus. Toutes les approches ont leurs avantages, leurs inconvénients, mais je trouve que globalement, elles ont souvent le même problème, c'est que elles risquent de présenter le lore de Warhammer 40 000 comme une espèce de vérité un petit peu universelle. Voilà, les Night Lords, c'est ça. Tel personnage, voici sa vie, voici son œuvre. En réalité, quand on découvre Warhammer 40 000 ou quand on l'a découvert pendant des années comme moi, eh ben, c'est une espèce d'apprentissage qui n'a pas de fin. Un petit peu comme l'univers est lui-même en suspens. Je ne sais pas s'il est exactement statique ou immobile, il est peut-être juste en suspens. Bah, nous, on est un peu aussi en suspens, on peut emmagasiner de plus en plus d'infos, et pourtant on n'avance pas. Est-ce que je connais mieux Warhammer 40 000 que d'autres ? Peut-être. Est-ce que je sais du coup dans quelle direction il va aller prochainement ? J'en sais foutrement rien parce que ça fonctionne pas comme ça, Warhammer 40 000. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça crée une pression supplémentaire dans la façon de créer du lore à mon humble avis, puisque maintenant les gens peuvent avoir accès à une version, on va dire, à peu près vanille, à peu près lambda, à peu près banale de, par exemple, ce qu'est un Blood Angel, et passer à côté de petites subtilités qu'ils auraient glanées dans un codex, dans un White Dwarf, dans un autre truc. Il y avait une idée d'univers en perpétuelle construction, en fait, qui je pense existe toujours chez Warhammer 40 000, mais aussi dans nos têtes. Et ça va peut-être un petit peu changer, parce que dans nos têtes, maintenant, on est désormais vraiment poussé vers l'immédiateté, vers la dopamine. Je vais regarder mon short de 30 secondes qui va m'expliquer comment l'empereur est venu sur le trône de Terra, ou que sais-je. Donc, je pense que ça, mine de rien, complexifie encore plus la tâche de Games Workshop. Je sais pas s'ils en sont réellement conscients. Il y a 2-3 trucs comme effectivement avoir une émission de lore sur Warhammer Plus qui me font dire qu'ils regardent un petit peu quand même tout ce qui se fait sur YouTube. Mais je pense que ça crée des attentes différentes aussi chez les gens. Parce que les gens peuvent consommer un peu une sorte de produit qui a justement lui aussi un début, un milieu et une fin, qui vous explique tout, et qui est rarement aussi nébuleux, aussi dense, aussi abscon aussi par moment, que peut l'être, ou absurde, que peut l'être l'univers de Warhammer 40 000. Donc pour des logiques de storytelling, pour des logiques complètement extérieures à Warhammer 40 000 aussi, l'algorithme, le format à la mode sur YouTube, etc.,
On va présenter le lore d'une certaine façon, et la façon de présenter le lore, je vous l'ai dit, c'est vraiment un truc qui est très particulier dans Warhammer 40 000, et du coup, quand on le change, par exemple dans le cadre d'une vidéo YouTube, on peut aussi changer le sens du lore. Et ça, pour moi, je le vois un petit peu tous les jours. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête spécifiquement, mais parfois, je sais que les gens sont capables de me réciter un truc, un élément de lore de Warhammer 40 000 de manière linéaire, avec tout plein de détails, un peu comme si c'était comme ça que c'était écrit, s'il y avait un paragraphe là-dessus, ou une page sur la vie de tel primarque, de tel personnage, de tel truc. Alors qu'en réalité, la plupart des gens qui sont dans le hobby depuis longtemps, c'est plutôt des fragments qu'ils ont additionnés et qui font qu'ils ont un peu leur propre version, leur headcanon, leur canon à eux de tel ou tel personnage. Et je trouve qu'en fait c'est bien plus intéressant. Je crois que j'avais déjà cité cette anecdote-là, mais qu'à un Ghoulfest, on avait parlé avec des potes et des Blood Angels, et on avait tous une version différente de ce qu'était ce chapitre en fait. Parce qu'en fonction de quel bouquin on avait lu, quelle édition on avait commencé, chacun avait des petites anecdotes à rajouter, et c'était cette espèce de conversation entre nous qui créait quelque chose de très riche. Alors que si finalement, maintenant, on reprend la même anecdote, mais on imagine qu'on a regardé la même vidéo YouTube sur le chapitre des fils de Sanguinius, bah peut-être qu'au final, on a tous la même vision de la chose, et que ça appauvrit le lore. Je sais que c'est peut-être un peu une hot take, comme on aime bien en faire dans le podcast, mais moi, je me méfie un petit peu de ce truc-là, et je pense que je peux pas faire un lien de cause à effet, mais je trouve que dans le lore récent de Warhammer 40 000, du coup, il y a une tendance à être un peu moins flou, un peu moins absurde, ou alors que à certains moments, et un peu plus linéaire ou un peu plus cadré pour pouvoir presque être un peu récité de manière simple, chronologique, dans d'éventuelles vidéos YouTube, podcasts ou que sais-je. Je pense pas que ce soit une grande théorie du complot, mais je pense que les éléments qu'on ajoute à un univers, la façon qu'on a de le présenter, la façon qu'on a de le raconter, a une incidence sur la façon que les gens ont de le penser ensuite. Donc je serais même pas étonné d'apprendre qu'il y a un concept, je sais pas, en histoire de l'art, en sociologie, en psychologie, qui fait que, à force d'être raconté sur YouTube d'une certaine manière, l'univers de Warhammer 40 000 finit par être imprégné de ces logiques qui, au départ, n'avaient un petit peu rien à foutre là. Donc je me méfie un petit peu de tout ça, et méfier est peut-être un grand mot, mais je pense en tout cas que c'est l'un des défis qui attend le Warhammer 40 000 moderne désormais. Et face à ces défis, eh bien, Games Workshop a déjà trouvé certaines solutions. Et malheureusement, ils sont tombés dans une solution qu'on voit un peu partout dans la pop culture depuis maintenant 10 ans ou plus, et cette solution, c'est le choix de la nostalgie. Alors je crois que Raphaël voulait qu'on consacre tout un épisode du Land Rider à la nostalgie dans les univers de Warhammer, et je pense que ça le mérite. Donc je vais pas trop m'avancer sur ce sujet, mais il est vrai qu'on remarque depuis la V8 au moins que Warhammer 40 000 s'est un petit peu inspiré de tout ce qui se fait au cinéma, en jeux vidéo, en série, en bande dessinée, peu importe. La nostalgie, vous le savez, je vous apprends rien, elle est partout, c'est un business à part entière. En tout cas, c'est une solution business que vous pouvez appliquer à n'importe quoi quand vous êtes dans les industries créatives. Et du coup, je me suis un peu posé la question en voyant la V11 revenir sur Armageddon, finalement, mais pourquoi on revenait encore à Armageddon? Déjà que lors des arches fatidiques, ou peut-être même un petit peu avant, un petit peu après, c'était peut-être le temps du supplément croisade dédié à Armageddon, déjà en V10, donc je ne sais plus exactement ce qui est venu en premier, mais il me semble que Angron est revenu sur Armageddon. Angron, à l'origine, c'est la première guerre d'Armageddon, ce qui était déjà acté dans le lore de Warhammer 40 000. Première guerre, au final, dont personne n'a conscience, puisque, vu que c'est une incursion démoniaque, on a un petit peu tué ou lavé le cerveau de tout le monde qui aurait pu, témoigner de cela. Les Space Wolves se sont bagarrés avec les Chevaliers Gris pour protéger les défenseurs glorieux d'Armageddon, et donc, au final, il y a très peu de gens qui savent qu'il y a eu une première guerre sur Armageddon. Au final, la première guerre d'Armageddon, la deuxième dans le lore, pour nous autres humains qui consommons Warhammer 40 000, c'est celle des orques, mais c'est un peu la première, finalement, pour les autres. Donc, première ou deuxième, selon là où on se place, les orques. Les orques avec Ghazghkull, et avec Yarrick qui finit par tenir bon. Puis, retour lors de la deuxième guerre d'Armageddon avec Ghazghkull. Et de nouveau la baston. Donc déjà, on a eu 3 guerres sur Armageddon. Donc en termes de setting, là, le cadre avait quand même beaucoup misé sur cette planète.
Eh ben, c'est pas fini les gars, parce que en V9/V10, je sais plus trop, eh ben on a ramené Angron sur Armageddon. Et ensuite, maintenant on se dit, bah allez, Gazgul va revenir. Alors est-ce que c'est la 4e guerre pour Armageddon, ou la 5e, ou juste c'est une continuité de la 3e? Tout simplement parce que il revient, mais en fait il était parti parce qu'il était un peu lassé du statu quo. Donc on était dans cette espèce, voilà, encore une fois, d'immobilisme de côté. Bon, à tout moment Armageddon explose, mais là Gazgul il est un petit peu lassé de tout ça, donc il s'en va. Et là il revient. On n'aura de toute façon pas le fin mot de l'histoire. L'idée c'est encore une fois de laisser les choses en suspens, mais on revient sur Armageddon. Il y a une nostalgie, il y a un effet autour de ce monde qui est certain. On y revient avec les Blood Angels, qui, c'est assez curieux, qu'ils soient dans le trailer et qui visiblement soient peints comme ça pour la boîte, parce que au final les Blood Angels sont là sur la 2e ou la première, je ne sais plus, ou peut-être les 2 premières, au moins la 2e il me semble. Ah, bonne question, vous me corrigerez dans le contexte, mais il me semble que c'est pas le chapitre qui est le plus associé à Armageddon, puisque Armageddon avait eu un codex, et il me semble que c'était les premières listes pour les Black Templars d'une part et les Salamanders de l'autre. Donc ils ont mis les Blood Angels, pourquoi? Parce que peut-être nostalgie du set de départ de l'édition 2 de Warhammer 40 000, Orc contre Blood Angels. Bon, ok, pourquoi pas, à la rigueur. Mais du coup, il y a une forme de d'artifice, de nostalgie marketing, sachant que Gazgul est de retour, mais il a été déjà un peu de retour avec une nouvelle figue, où on expliquait qu'il avait été décapité par Ragnar, ce qui était déjà un clin d'œil au fait qu'il s'était affronté, je crois, dans un vieux White Dwarf, et que c'était devenu le lore officiel. Donc en fait on va dans des couches de nostalgie, ou en tout cas de rematch, de remake, qui sont assez zinzin. Et moi je trouve que ce truc là, que ça soit un choix conscient de nostalgie, ou tout simplement l'idée de allez, je m'appuie sur, je sais pas si les gens sont vraiment nostalgiques de certains détails du lore de Warhammer 40 000, on parle d'un truc quand même très très niche, c'est pas comme si on vous dit ah vous êtes nostalgique de Han Solo donc on va vous le mettre dans le 7ème Star Wars. C'est pas tellement ce niveau là de nostalgie, mais il y a peut-être une forme de facilité qui est déjà un petit peu emmerdante quand on pense à Armageddon, quand on pense à Gazgul et Ragnar. On peut aussi penser aux Thousand Suns et aux Space Wolf. Dans l'ordre de la V8, je me souviens avoir lu que les Thousand Suns mettaient leur planète, la planète des sorciers, la sortaient de l'Immaterium et la mettaient en face de Fenris, la planète des Space Wolves, et venaient casser Fenris, un peu comme les Space Wolves avaient cassé Prospero. Je trouvais que c'était un peu ridicule, ce côté, bon, on comprend, hein, c'est Warhammer 40 000, il y a toujours un peu de ridicule, il y a tellement de haine, de hargne, de rancune, que parfois il y a ce genre de phénomène, mais je trouvais que c'était quand même un petit peu pas terrible, et que ça aurait pu être quand même beaucoup plus élégant. Donc c'était une simple remake, un petit peu comme on peut en avoir au cinéma. Dans le même genre, bah, le lion est revenu, ça n'a pas trop d'effet, c'était dans le cadre des arches fatidiques, ok. L'une de ces arches fatidiques, en réalité c'est Caliban elle-même, Caliban, la planète des Dark Angels qui était détruite, bah, en fait à un moment elle est de retour parce que Vashtor, parce que le lion, parce que un micmac narratif. Pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on est obligé de réutiliser des espèces de MacGuffin, des éléments, des objets de narration qui, pour le coup, souvent étaient assez définitifs. Par exemple, la destruction de Caliban, elle l'est plutôt. Le roc, c'est littéralement une forteresse spatiale sur ce qui reste de Caliban. C'est un bout de Caliban, quoi. Donc là, bon, on la ramène avec bon, des délires de dimensions parallèles, de warp, de peu importe. J'ai pas tout compris, honnêtement. Et même quand on m'explique, je trouve pas ça hyper cool, donc n'essayez pas de le faire. Vous allez juste perdre du temps. Ce que je veux faire passer comme point avec ça, c'est que on est tout le temps dans cet éternel retour à une édition précédente, 2 éditions précédentes, même encore là, la V10, Ultramarine contre Tyrannide, bah, ça m'évoque la V4, ça m'évoque la guerre tyrannique où bah, les Ultramarines ont sacrifié leur première compagnie sur MacRage. Ça crée une continuité, c'est cool, on les revoit, mais du coup, des fois, ça crée aussi des paradoxes. Parce que, bah, par exemple, là, on revient sur Armageddon, on s'attend tous à voir des soldats de la Légion d'Acier d'Armageddon sur Armageddon. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Alors on nous a dit qu'ils allaient revenir finalement, mais pendant un moment, Games Workshop a quand même essayé au forceps de nous dire ouais voilà, les stars d'Armageddon c'est Krieg, parce que à ce moment-là ils sortaient les nouvelles figurines, donc ils étaient dans le supplément de croisade sur Armageddon. Ensuite, bah, ils nous ont montré ok, que y avait plein de régiments qui venaient se battre sur Armageddon, dont des Kriegers, dont des Cadiens, donc on nous parle de ce qui est disponible en figurine aussi. C'est normal d'un certain point de vue. Moi, je suis
Enfin, je fais pas partie des joueurs gardes qui appellent de leur... Enfin, j'aimerais bien que tous les régiments de la V2 qui étaient en métal reviennent en plastique, je les achèterais tous, vous le savez, mais je pense que c'est pas forcément ni souhaitable, ni même réalisable, donc j'avais fait une croix là-dessus depuis longtemps, mais du coup je trouve ça un petit peu ridicule, quand tu sais que tu vas avoir ce paradoxe, d'y aller quand même. Ok, on va refaire Yarick, mais pas la Légion d'Acier. Bah, c'est un peu chaud, frère. Est-ce qu'on peut pas aller sur une autre planète? Est-ce qu'on peut pas inventer une nouvelle planète ou un nouveau conflit avec les orques qui pourrait être intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas un autre arc narratif à tirer? Un truc peut-être plus obscur, un endroit un petit peu moins connu, un boss peut-être nouveau à inventer, une sorte de rival à Gazgul, j'en sais rien. Mais en tout cas, on retombe un peu sur cette nostalgie de manière gratos, alors qu'on sait qu'elle va créer des emmerdes. Donc par exemple ici, la Légion d'Acier. Et par ailleurs, ça a un autre effet, au-delà des petites emmerdes qui sont peut-être plus situationnelles, plus anecdotiques. Moi, ce que je vois, c'est surtout que ça rend l'univers ultra petit, quoi. Tout repose sur, au final, quelques planètes. Ils auront beau avoir passé toute la V9 et une partie de la V10 à nous avoir montré des zones de guerre, ce sont sans cesse les mêmes qui reviennent, et on n'en invente pas d'autres, voire même on en a laissé certaines en suspens, comme Vigilus, alors qu'elles étaient plutôt intéressantes, et assez fraîches finalement. Je trouve ça dommage, vraiment je trouve ça dommage, ce choix de la nostalgie. Je suis pas sûr qu'ils soient entièrement conscients de la part de Warhammer 40 000, de l'équipe de développement du jeu, je veux dire, mais on vit dans un monde qui est tellement empreint de cette espèce de nostalgie que je trouve assez dangereuse, que c'est pas étonnant finalement de les voir, comment dirais-je, construire leur lore désormais avec cette approche-là aussi. Peut-être pas forcément volontairement, mais ils sont influencés par tout ce qui les entoure, et donc on finit par retourner sur Armageddon, où on en est peut-être à la 5e, 6e conflit sur la même planète. Et bon, c'est un peu tristoun. J'avoue que moi je trouve ça un petit peu dommage, et j'aurais aimé d'autres approches. Mais vu que j'avais pas envie d'être entièrement négatif avec cet épisode, je vais quand même vous donner des trucs que j'ai trouvé plus intéressants. Donc typiquement, les suppléments de Vigilus, qui étaient parmi les premiers suppléments un peu de ce Warhammer 40 000 moderne, je les avais trouvés vachement cool. Super dense en termes de lore, ça faisait intervenir des trucs qui n'avaient pas de figurines non plus, ce qui était aussi intéressant par rapport à ce que disait Silur et ce que j'ai moi-même fait remarquer, c'est-à-dire on voit beaucoup les ficelles de « tiens, il y a des nouvelles figurines, donc il faut qu'elles soient au cœur de cette nouvelle histoire, ou en tout cas de ce nouveau cadre, de ce nouveau contexte, parce que comme je vous l'ai dit, les histoires, bon, au final, elles sont quand même assez limitées. Ça a toujours été le cas, hein, c'est pas nouveau ce truc-là, mais je trouve que ces derniers temps, vraiment, ils font pas tellement les efforts pour nous expliquer pourquoi il y a ces gars-là sur le devant de la scène. Ils essayent pas d'ajouter plus de lore qu'il y en a au-delà des figurines. C'est bizarre parce que il y a quelques années de cela, ils avaient le même problème avec les illustrations. Souvenez-vous, toutes les illustrations, c'était systématiquement ce qu'il y avait en figurine, mais rien d'autre. Puis ils sont un petit peu revenus là-dessus en V9, justement. C'était Stu Black, le patron du studio alors de Warhammer 40 000, qui disait bah oui, on sait que ça appauvrit un petit peu Warhammer 40 000, donc on revient en arrière. C'est cool, ça prouve qu'ils réfléchissent à tout ça et qu'ils sont capables de faire des changements, mais là on retombe un peu sur le même problème maintenant d'un point de vue du lore, quoi. Genre bon, c'est un petit peu con. C'est un petit peu con de se dire bah en fait on est obligé de tout justifier, ou alors à l'inverse on est obligé de tout faire tenir avec les quelques figurines qu'on sort, et ça je trouve ça un petit peu chiant. À l'époque dans Vigilus, je me souviens, ils parlaient des Fallen d'Archangel, je trouvais ça hyper cool parce que je crois qu'on les avait à peine ou même plus en termes de règles, donc mais je trouve que c'est chouette, c'était pas mal. Le fameux Narmund et l'idée de passer à travers la faille, pareil, stratégiquement c'est hyper balèze. En fait on devrait être focus là-dessus énormément. Ça devrait être un des enjeux majeurs de cette croisade Indomitus et du reste des campagnes de Warhammer 40 000. Pour le coup, ça l'est un petit peu, un enjeu majeur, mais je trouve que ça pourrait être beaucoup plus riche, on pourrait développer, on pourrait connecter pas mal de choses. On voit quand même qu'il y a de temps en temps quand même des connexions, parce que là, Narmund Gauntlet s'est connecté à la Grande Faille, c'est connecté à la cicatrice Maledictum. Je me souviens aussi que quand ils avaient fait Kill Team, ils parlaient de l'Empire Orc d'Octarius, si je dis pas de bêtises, et du coup ça c'était un truc qui était mentionné dans le lore, et puis ça permettait de faire des petites connexions, des ponts. Il y avait même eu un article pour faire des Origin Stealer qui là aussi faisait une allusion à du vieux lore de Warhammer 40 000, donc tout ça peut être encore assez riche. Finalement cette obsession pour la chronologie, pour le côté easter egg, pour le côté, donc vous savez, ces espèces de des petites références qu'on laisse, des petites connexions qu'on crée pour ceux qui sont attentifs, bah c'est pas si con, ça permet de faire un truc assez chouette, et ça en tout cas ça insiste sur ce nouveau cadre, sur ce nouveau setting
on dit en anglais, que nous a donné Warhammer 40 000 à partir de la V8. Idem, le Pariah Nexus, le Nexus Pariah, je trouve que c'est plutôt chouette. C'était là avant le retour des Necrons en V9 avec une nouvelle gamme, donc ça teasait plutôt bien le truc. C'était aussi une connexion avec la fin V7, début V8, avec la destruction de Cadia qui est permise parce qu'on détruit des pylônes construits par les ancêtres des Necrons et qui repoussaient les énergies du Warp de l'œil de la terreur. Et une fois que ces pylônes explosent, bah voilà, l'œil de la terreur est prêt à exploser et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et plus récemment, ce qu'ils ont fait avec les 500 mondes et le Milestorm, je trouve que c'est assez parfait parce qu'ils ont été dans des lieux plutôt que sur des personnages, et ça, je trouve que ça fonctionne mieux avec les règles d'évolution de Warhammer 40 000, et ils ont été vers des niches, ils ont été vers des trucs pas méga connus. Les 500 mondes et le fait que les ultramarines règnent sur un empire, c'est chouette, mais personne n'en avait jamais fait la carte. Personne n'avait jamais expliqué comment les chapitres successeurs des ultramarines en avaient la charge ou non. Alors, ils ont quand même essayé, un petit peu au forceps d'ailleurs, de mettre Titus dans l'équation. Titus qui sortait de Space Marine 2. Donc, d'ailleurs, je crois que le supplément s'appelle 500 Words et Titus. Donc, 500 mondes et Titus. Donc, c'est un peu bizarre le titre à rallonge, mais pourquoi pas? Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien parce que c'est un truc qui a toujours existé dans le fond et qu'on connaît des ultramarines et de leurs chapitres successeurs, mais on l'avait pas forcément vu en profondeur et je trouvais que c'était chouette. Pareil pour le Maelstrom, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'update, de mise à jour sur Huron. Sa figurine revient, il développe toute la gamme Red Corsair, super chouette. En vrai, cet endroit, c'est une sorte d'œil de la terreur bis, ça a toujours donné l'impression que c'était la même chose. Du coup là, ils ont montré que c'était un petit peu différent, ils en ont profité pour remettre un petit peu à jour tout ce qui s'était passé avec la guerre de Badab, donc je trouve que c'est plutôt chouette. Par contre, on arrive ensuite sur Cadia et Armageddon. Et je suis désolé, mais du coup, Cadia, j'ai un peu l'impression qu'on en a fait le tour. Donc, même si c'est pour expliquer des guerres intestines au sein des Space Marines du Chaos, ce qui est plutôt chouette, pas hyper original. Et pareil, Armageddon, encore moins. Donc, je comprends pas trop. Il y a un côté, la moitié est plutôt bien réussie, je dirais, en fin de V10, et l'autre moitié pas ouf. Donc, voilà, à voir comment le lore va avancer avec cette boîte de base de V11 et puis les futures extensions. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je me demande s'ils n'avaient pas trouvé vraiment une piste et en tout cas une solution assez intéressante en s'attardant sur des lieux et un peu plus que le temps d'un codex où vous allez avoir une double page avec une carte. Donc les 500 mondes, le Milestorm, c'est super intéressant. Donc peut-être que il fallait trouver d'autres choses. Peut-être qu'il faut aller dans des trucs qu'on mentionne parfois comme, je sais pas, les Ghoul Stars de Warhammer 40 000 qui est aussi un bout de la planète. Peut-être qu'il faudrait revenir chez les Tau. J'imagine qu'ils finiront par le refaire et qu'on va avoir un remake de la Croisade Damoclès parce que ça aussi c'est un truc qui est plus ou moins resté en suspens. Donc je sais pas où va Warhammer 40 000 de ce point de vue-là, mais on voit que même dans ce Warhammer 40 000 moderne, qui par moments m'inquiète, il y a des pistes d'amélioration et de solutions qui sont très intéressantes. En conclusion, moi je dirais que ça pourrait être intéressant qu'à l'avenir Warhammer 40 000 choisisse de conclure certaines de ses campagnes, certains de ses épisodes, surtout les plus originaux. Typiquement Vigilus ou le Narmoon, je trouve ça chouette. Pariah Nexus aussi. Pourquoi on n'a pas eu un peu plus de matière autour de ça et pourquoi on n'arrête pas de faire des allers-retours sur ces lieux-là s'ils sont si stratégiques, j'ai du mal à comprendre. Pareil, si on met l'accent sur les primarques ou sur des personnages d'ampleur, qu'on leur donne toujours plus de stature, je pense qu'on peut plus tout à fait se permettre de la jouer seulement contexte. Faut qu'on aille un petit peu du côté histoire et donc il faut donner quelques conséquences. Par exemple, le retour du lion, aujourd'hui ça n'a aucune conséquence. Dans le supplément des 500 mondes, on nous dit que enfin le lion a appris que Guilliman était en vie, ou vice-versa, je ne sais plus trop, et que, en tout cas, notre ami Lionel Johnson envoie un message à son frère en disant « Il faut qu'on parle ». De quoi? Est-ce qu'ils vont vraiment en parler? Est-ce que ça sera en V11? Certainement pas, il va falloir, à mon avis, encore attendre un paquet d'années. On s'en fout, peut-être. Ou peut-être pas, parce que quand on est sur ces personnages d'ampleur, je pense qu'on peut pas tricher comme on pouvait le tricher auparavant. Finalement, Azrael qui a besoin de faire passer un coup de bigot à Calgar, c'est pas si important. Par contre, leurs primarques respectifs qui commencent à causer,
Là, forcément, on s'attend à quelque chose de plus grand, de plus fort. Et honnêtement, si je reprends l'exemple du lion, moi, je pense qu'en termes de lore, et même en termes de jeu, on pourrait très bien imaginer que là où il est revenu, dans un coin de la galaxie, là où il est revenu, le lion règne un petit peu sans partage et en appliquant sa propre loi, là où Gilliman, voilà, essayait de composer avec l'Imperium tel qu'il est versus tel qu'il était, il essaye de faire un petit peu un mélange entre tradition et modernité, comme le veut l'expression consacrée. Bon, on pourrait imaginer que le lion, il règne comme un roi ou un chevalier maléfique tout droit sorti des légendes arthuriennes, sans partage, ça reste l'Imperium. Il pourrait, comment dirais-je, avoir 2-3 encarts de texte, des trucs qui nous font comprendre que c'est l'Imperium, mais en plus dur ou en différent. Qu'est-ce que ça changerait pour le jeu? Pas grand-chose. Qu'est-ce que ça changerait pour le lore? Tout. On aurait déjà l'impression que le personnage a agi. Au-delà du fait de revenir, il a eu une conséquence, il a eu un impact sur le setting. Et en réalité, les conséquences, et c'est un narrative designer / un scénariste qui vous le dit, on peut en trouver plein qui donnent l'impression d'être importantes et qui en réalité ne le sont pas. Typiquement le fait que Lionel règne sur un bout de la galaxie et qu'il s'y passe des trucs pas nets, ça en vrai, ça change rien au Codex d'Archangel, ça change rien au fait de designer la V11, ça change à peu près rien à vos parties, si ce n'est que ça peut être un élément de lore qui vous prouve que déjà le lion fout un petit peu le bordel, que c'est l'éternel fauteur de troubles qu'il a toujours été, et ça vous donne peut-être envie de collectionner, je sais pas, une armée de garde impériale qui serait aux ordres du lion directement, parce que vous faites une garde féodale et vous êtes dans cet esprit-là, enfin je sais pas, il y a des trucs à faire, et je trouve que souvent Games ose pas, de peur de, bon, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une forme d'inadéquation entre la façon qu'ils avaient de faire les choses et la façon qu'ils ont désormais de faire les choses, et par moment, cette espèce d'obsession que moi je déplore sur les Primarques, j'ai envie de dire, quitte à être obsédé par les Primarques, donnez-leur vraiment un truc à faire et quelque chose d'assez fort. Donc déjà, on avait Gilliman, par exemple, dans la version 10, dans la cinématique de la version 10 de Warhammer 40 000, je trouvais ça cool. Au moins, on actait le fait que c'est un personnage d'ampleur, qui avait une réflexion, etc. On l'a pas vu, le lion, dans la V11, donc c'est un petit peu dommage. Après, il sera dans Dawn of War 4, il y a peut-être un truc là-dedans qui pourrait être intéressant, de voir comment les produits dérivés peuvent aussi compléter certains trous, et justement donner un peu plus d'histoire, là où l'univers restera plutôt ce contexte dont je parlais tout à l'heure. C'est d'ailleurs un peu tout le paradoxe en fait de vouloir créer cette chronologie, mais de la nourrir que de ce qu'on connaît déjà. Pour moi, ça c'est un peu l'autre problème actuel avec Warhammer 40 000, c'est que ils sont un peu plus obsédés, un peu plus concernés par cette idée de date, de conséquences, de connexion, etc. Mais tout ce qu'ils nous proposent, enfin, je dirais quand même une bonne partie de ce qu'ils nous proposent, c'est de rejouer les matchs qu'on connaît déjà. Donc Armageddon, ça sera le meilleur exemple parce que on y est déjà revenu en V10 une fois avec un supplément de croisade, et là on revient une deuxième fois dessus avec un supplément de fin d'édition, et l'on sait désormais que la V11 se passera, entre guillemets, pour son livre de règles, sur Armageddon aussi, que ce sera le cadre général de ce début d'édition. Donc ça donne l'impression qu'en 1 an et demi, tout Warhammer 40 000 repose sur un seul monde, et je trouve ça assez triste, assez dommage. Donc si vous voulez nous faire une chronologie Games, si vous voulez faire avancer les choses, essayez de la nourrir de nouvelles choses aussi, de nouveaux personnages, donnez-leur des choses à faire. De ce point de vue-là, je trouve que l'idée d'inventer un nouveau personnage, par exemple pour les Iron Warriors, même s'il revient sur Cadia, c'est peut-être un peu plus intéressant que de ramener Yarrick sur Armageddon, parce que ça on connaît déjà, on l'a déjà vu en fait. Donc bon, cela dit, ce problème existait déjà à l'époque. Si on prend l'exemple de l'œil de la terreur, c'était un codex, c'était aussi une campagne estivale, on pouvait envoyer en tant que joueur nos résultats, et il semblerait que les joueurs du chaos avaient gagné à l'époque, et tout le monde s'est plaint pendant des années qu'on n'avait pas, pris en compte leur victoire. Et c'est vrai que ça a pris des années à ce que ça se fasse officiellement dans le lore de Warhammer 40 000. Il y a plein de théories du complot là-dessus, mais c'est vrai que du coup c'est un petit peu dommage. Cela dit,
c'est peut-être une piste d'exploration qui est intéressante. Aujourd'hui, avec les outils modernes, est-ce qu'on ferait pas revenir la logique de campagne, estivale ou non? Mais est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, avec l'application de Warhammer 40 000 au hasard, l'opportunité de jouer quelques games, de proposer un contexte et de le faire avancer aussi comme ça? Pas forcément écrire l'univers avec les joueurs, avec les gens qui consomment cet univers, parce que je pense que c'est jamais 100% une bonne idée et que ça peut créer d'autres problèmes, mais ça pourrait être intéressant qu'une fois par édition, par exemple, on ait un gros truc majeur dont on décide, un petit peu comme on décidait à l'époque de s'il fallait tuer Robin ou pas dans un numéro de Batman en envoyant nos petits courriers. Aujourd'hui, on n'aurait plus besoin des courriers, on aurait des apps, des trucs en plus que Games Workshop contrôle, c'est leur app, ça pourrait se passer dessus, ils pourraient vérifier plein de choses. Autre exemple, on voit se développer les tournois dits Grand Narrative, le grand narratif, donc des tournois narratifs. Est-ce que Games Workshop pourrait pas investir ces tournois-là, qui ne sont pas organisés directement par eux, comme ils se sont investis sur le terrain du compétitif? Donnez-nous des grands narratifs qui se passent dans le cadre d'un élément de lore que vous voulez faire avancer, vous, Games Workshop. Ça pourrait être intéressant. Moi, si on me dit, bah écoute, c'est de retour à Armageddon, mais je viens, je sais pas, au Ludiverse, à la Paris Wargame Expo, et je sais que du coup, ils ont fait le taf, ils ont fourni, je sais pas, des décors orques, ou en fait, en fonction de... Ils prévoient un minimum le kit de scénario, ils donnent ça à l'association, à l'organisation qui gère tout ça, et ça n'a pas forcément obligé d'être un truc immense, mais juste peut-être quelques petites lignes de direction, peut-être des scénarios, peut-être des trucs qui sont conçus pour ça. Et en fait, toi, tu joues, tu fais ton week-end, et à la fin, t'es fier d'avoir fait avancer le lore de Warhammer 40 000 dans une direction ou dans une autre, et tu peux dire que tu y as participé. Je pense que c'est super fort, et je trouve ça dommage que finalement ce truc, ça paraît un peu vieux jeu, quoi, d'envoyer son courrier et de dire ouais, moi j'ai gagné 26 contre les orques, mais je sais pas, il y a peut-être je trouve il y a un truc un peu charmant, il y a un truc un peu participatif. Le hobby, c'est quand même aussi de l'humain, et je trouve que ça serait plutôt chouette de faire aussi de temps en temps avancer les choses comme ça, soit le temps d'une campagne, d'un grand narratif, où ça trouve il y a d'autres idées, mais je pense que ça peut être chouette d'insister là-dessus, sur ces méthodes-là, et d'insister aussi d'autre part sur tout ce qui est nouveau, sur tout ce qui est plus frais, et qu'on a tendance à ne pas trop voir ces derniers temps. Voilà. Est-ce que ça explique pourquoi la hype pour la V11 me semble moins importante que pour les dernières éditions? Je ne sais pas, peut-être que j'ai juste un biais personnel, c'est très certainement le cas. En tout cas, je vous remercie malgré ce biais de m'avoir écouté à nouveau, je pense à peu près 1 heure maintenant, sur la question de Warhammer 40 000, est-ce que ça tourne en rond ou pas, comment ça fonctionne, quels sont un petit peu les paradoxes de cet univers. Vous voyez que c'est fascinant, je pense pas avoir soulevé des questions radicalement nouvelles, ni même y avoir répondu à 100% avec cet épisode, mais je pense que c'est pas le but. Je pense que cet univers nous intéresse aussi parce que il est pétri de contradictions et de paradoxes, et c'est ça qui le rend super riche. Donc n'essayons pas de tout résoudre, par contre essayons de débattre, essayons de discuter dans la joie et dans la bonne humeur en tant que hobbyiste. C'est ce que je vous invite à faire en commentaire de ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de le partager, et si vous voulez soutenir l'épisode et le podcast Land Rider, vous avez plein de façons de le faire. Vous pouvez tout simplement nous partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous rejoindre sur une page Tipeee, ou vous pouvez, si vous faites vos achats sur My Hobby Place, un site qui l'est bien, reverser une partie de votre panier sans frais supplémentaires à votre saltimbanque préféré qui est capable de monologuer sur le lore de Warhammer 40 000, mais même pas le lore lui-même, comment on l'écrit, pendant des heures et des heures. Donc ça peut valoir le coup. Et si le sujet, là pour le coup il y a une vraie connexion de comment on crée Warhammer 40 000, comment on le fait avancer, vous intéresse, j'ai été beaucoup plus loin dans l'ouvrage que j'ai écrit pour Feur d'édition sur Warhammer 40 000, donc vous pouvez aussi aller checker ça, ça aide grandement. Ce bouquin a été réimprimé, normalement il est toujours disponible à l'heure où j'enregistre ce podcast, donc merci d'avance pour vos efforts, votre soutien, votre amour. J'ai hâte de parler de tout ça avec vous. Rejoignez-nous sur Discord pour qu'on débatte, et à très vite pour un épisode en duo avec l'ami Raphaël. Des bisous, portez-vous bien, bonne peinture, bon jeu et aussi bon lore. Bonus Trax.